que l'atelier d'artiste est vraiment un lieu très représenté dans la littérature française, mais aussi dans la littérature belge. Et ça m'a amené à m'intéresser aussi aux écrits d'artistes. Et donc aux écrits d'artistes et aussi à la parole dans l'atelier, hein, puisqu'en fait les artistes souvent ont laissé des souvenirs d'atelier, des leçons d'atelier, etc. Et puis je me suis rendu compte aussi, avec ma collègue co-commissaire Tatiana Delcourt, qui est géographe, que l'atelier en lui-même, par sa construction, par son aménagement, eh ben, était aussi une forme de discours sur l'artiste lui-même et sur son œuvre, et c'est un petit peu ce qu'on essaie de montrer dans notre exposition. Et donc je voudrais commencer par une première citation littéraire, même si elle est due à la plume d'un artiste, mais qui est aussi écrivain, donc Bruno Gibert, qui dit la chose suivante: la première question que l'on vous pose lorsque vous avouez à des inconnus que vous êtes un artiste est: est-ce que tu as un atelier? Sociologiquement, on comprend le sens de la question. Pour paraître un véritable travailleur, il faut certains attributs matériels, à commencer par une place à soi dévolue au travail. Et en fait, il raconte, ça va régulièrement s'éteindre, on va essayer de garder l'image, ce qu'il raconte en fait dans ce récit, qui est un peu une sorte d'autofiction, qui s'appelle Les Forçats en 2019, c'est qu'il est un peu honteux en fait de ne pas avoir ce lieu à soi, puisqu'il est jeune artiste, et qu'il a dû aménager l'espace domestique, investir une chambre pour montrer ses œuvres, et il n'est pas ravi de devoir inviter les critiques d'art, voire les galeristes aussi, dans ce cadre domestique, et non justement dans un espace spécifique dévolu à la création artistique. Et donc, s'il n'y a pas d'atelier sans artiste, eh bien, il n'y a pas non plus d'artiste sans atelier. Alors, bien entendu, la morphologie de ces lieux, la morphologie de ces ateliers d'artistes a beaucoup changé au cours du temps, accompagnant l'émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques aussi, de nouveaux besoins des artistes. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense atelier d'artistes, on a des images qui nous viennent du 19e siècle, mais aussi on pense à des lofts, à des lieux récupérés, etc. Donc, alors même si bon, là, le statut de l'artiste, son œuvre, ses lieux ont changé, eh bien, il y a quand même un imaginaire autour de l'atelier d'artiste qui s'est fortement forgé au 19e siècle, qui a perduré et qui reste important pour l'artiste lui-même, en tant que, on peut dire, vecteur de légitimité. Hein, avoir un lieu, c'est aussi se légitimer en tant qu'artiste. Affirmation identitaire, on dit aussi quelque chose de soi, de son positionnement dans le monde de l'art par le lieu qu'on occupe, par l'atelier, mais aussi pour le public. Et d'ailleurs, voilà, on n'est pas trop nombreux. Si je vous dis atelier d'artiste, qu'est-ce qui vous vient à l'idée comme mot ou comme image? Voilà, spontanément. Grand. Lumière. Lumière. Beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets. Un Encombrement, monsieur? Ouais. La ruche. Ah oui, à Paris. Donc oui, l'atelier collectif. Oui. Ouais. Donc ben voilà, on a pas mal de... Voilà, on a tous, je pense, des images d'ateliers, soit en effet des ateliers qu'on a pu visiter, soit des ateliers dont on s'est forgé une image à travers des représentations. Parce que finalement, on n'a pas tellement accès à ces lieux, sauf quand ils ont été, on va dire, muséalisés, qui sont devenus des musées, soit quand il y a les journées du patrimoine, où on peut les visiter, soit si on a des artistes, évidemment, aussi autour de soi ou dans un environnement proche. Donc voilà, on se représente l'atelier à travers d'éventuelles visites, mais plus souvent à travers des représentations, c'est-à-dire des choses qu'on a vues en photo, en peinture, comme les tableaux qu'on a essayé de réunir dans cette exposition, ou même des films. Et tout ça a créé finalement, a fait de l'atelier une espèce de lieu commun qui a contribué fortement à forger aussi la figure de l'artiste, voire la mythologie de l'artiste. Et donc, comme on le voit dans cette œuvre de Philippe de Gobert, c'est un artiste contemporain qui a presque conçu toute son œuvre autour de la question de l'atelier. Et vous en verrez deux exemples, une maquette d'atelier dans l'exposition ou une photographie à l'instar de celle-ci, où on voit une sorte de superposition finalement entre un atelier réel, matériel, référentiel on pourrait dire, et un atelier imaginaire justement. Et un atelier imaginaire qui a été justement nourri de ces représentations picturales, photographiques, ou aussi littéraires, et c'est sur ces représentations littéraires que j'aimerais insister aujourd'hui, pour les utiliser un petit peu comme clé d'entrée à travers l'exposition, si vous ne l'avez pas encore visité, ou comme complément, si vous l'avez déjà visité. Et mes extraits, je les ai pris de la littérature belge, justement, puisque notre exposition
met le focus justement sur les ateliers d'artistes en Belgique. Alors, premier extrait pour commencer ce petit parcours. Et on va voir ce que ça vous évoque. Un mot qui n'a pas encore été cité. Un lampion vient de mourir, d'autres agonisent, des serviettes traînent à terre, sur les chaises, sur la nappe, parmi la débandade des bouteilles et des verres, les reliefs de la charcuterie, les pains mutilés, les gâteaux ébréchés, les cigares éteints. L'atmosphère froidit dans l'ombre accrue, les colloques se font moins bruyants, une lassitude escarmouche au coin des lèvres, des yeux, les joues enfiévrées mollissent. C'est un extrait d'un écrivain bien oublié aujourd'hui, Prosper-Henri de Vos, avec un roman de 1911 qui s'appelle Mona Lisa. Quel mot vous évoquerait cet extrait? L'atmosphère, non? L'atmosphère, en effet. La bohème. La bohème. L'atmosphère bohème. En effet, bohème, c'est un mot-clé pour le monde des ateliers. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, à votre avis, dans cette scène? C'est pas vraiment une scène d'artiste au travail. Non, c'est Une sieste. Une sieste. Voilà. En fait, ça va plutôt être une orgie. Voilà. Et peut-être après la sieste. On ne Alors, pas le dire. Voilà, on n'est pas dit. Mais pourtant, voilà, dans les artistes, il y a aussi des orgies, en effet. Et c'est ça que dépeint ce roman, qui est assez tardif, début du XXe siècle, mais qui montre bien que cet imaginaire bohème du XIXe siècle est encore présent. Donc en fait, ce roman s'ouvre vraiment sur cette scène emblématique où un peintre et sa compagne et modèle, qui s'appelle Lisa, accueillent d'autres artistes pour une sorte de pendaison de crémaillère, et ça finit en orgie, puisque les hommes qui sont là s'échangent leur maîtresse, et ça dure toute la nuit, avec l'alcool arrosant tout cela, et les artistes s'amusent entre eux en disant la chose suivante: on n'est pas chez les bourgeois. C'est une phrase importante, parce que justement, cette notion de bohème, voire même cette posture, cette figure de bohème, à l'époque romantique, c'est une posture qui va être revendiquée par les artistes, les écrivains aussi, pour se distinguer justement des bourgeois. Pour se distinguer des bourgeois et se revendiquer d'une différence, d'une distinction, d'une certaine marginalité. Et ce, au XIXe siècle. Alors quand on dit bohème au XIXe siècle, on pense aux scènes de la ville bohème de Murger, à l'opéra qui en sera tiré aussi, puisque et on peut dire que dans cet univers de la bohème, l'atelier joue vraiment un rôle tout à fait stratégique, tout à fait central. C'est là que les artistes, vers quoi ils convergent, puisqu'en fait on a des peintres, mais aussi des architectes, des écrivains, des musiciens, des compositeurs. On a évidemment l'époque romantique où il y a ce décloisonnement aussi des disciplines et donc où les artistes entretiennent des solidarités importantes. Et l'atelier, c'est vraiment un des lieux privilégiés de la bohème où les artistes vont afficher un mode de vie, justement, un mode de vie particulier, de manière parfois provocante, et aussi des formes spécifiques de sociabilité entre eux. Alors, on l'a dit, l'atelier est encombré, en effet, souvent en désordre, il est hétéroclite, en désordre, il règne une forme de laisser-aller, de liberté d'allure aussi, c'est finalement un lieu où on s'autorise une liberté qu'on ne s'autorise peut-être pas encore ailleurs au XIXe siècle. Les amours s'y font et s'y défont sans trop de formalité, et on y organise en effet de manière régulière des orgies et des beuveries. Donc ce sont autant d'éléments qui vont constituer l'imaginaire des ateliers, parfois finalement des éléments sans doute réels, mais parfois aussi un peu imaginés. C'est-à-dire que c'est aussi vraiment une imagerie que cette bohème, elle est parfois plus revendiquée que réellement vécue par les artistes. La littérature va énormément représenter cette bohème littéraire et artistique, et en fait, on va voir dans les textes que à l'atelier qu'on pourrait dire habité par un artiste, lieu de travail et de vie d'un artiste, va se superposer un atelier imaginé qui va incarner la vie d'artiste, qui va tellement fasciner justement les bourgeois, les fasciner et leur faire peur en même temps, ces bourgeois qui ont un peu envie de s'encanailler. S'encanailler, c'est un des mots-clés aussi de la période, donc cette rencontre aussi des univers, des classes sociales, etc. Et donc c'est aussi une époque où va naître cette mode de se faire aménager une garçonnière comme un atelier. Donc voilà, c'est bien pratique de dire, voilà, j'ai un atelier, et d'y recevoir des personnes. Voilà, pas spécialement pour peindre leurs portraits. Et donc ça témoigne bien finalement aussi de cette attractivité des ateliers,
que De Vos représente aussi dans son roman, puisque parmi tous ces artistes, écrivains, poètes qui sont là, il y a un bourgeois, un avocat, qui se glisse toujours finalement là sous couvert d'être un amateur, un collectionneur d'art, mais on se rend compte en fait que ce qu'il veut, c'est profiter des plaisirs et de la liberté finalement de mœurs qui règnent dans les ateliers. Et les artistes ne sont pas du tout dupes de ça, puisque voilà ce qu'ils disent, enfin ils ne sont pas du tout dupes de son prétendu goût de l'art, puisqu'ils disent à la fin la chose suivante: il ne suffit pas de se donner des airs d'amateurs d'art, et de se frotter aux artistes pour se décrasser. Avoir des goûts artistes, c'est très bien, mais ça ne crée pas une âme d'artiste. Petit extrait suivant. Un soleil blafard, noyé d'eau, perçait les stores, entrait par la verrière poussiéreuse de l'atelier. La fameuse lumière d'atelier, hein, même si là elle n'est pas très propre. Des tentures fripées aux couleurs éteintes, riches de leur vétusté, des cartons innombrables prennent un pan. Devant, des poteries bizarres s'exposent. Depuis les grès d'Allemagne au décor de la pisse, jusqu'aux bariolures sans queue ni tête des japons, des brocs, des cruches, portant de fières ou gaillardes devises, un hanap taillé qui rappelle des vidrecommes, les assiettes et des plats où croît une flore fantaisiste, où grouille une flore chimérique, l'inévitable bric-à-brac des ateliers, réduit autant que possible, des croquis fixés au plâtrage par des pointes, escalade à muraille, assiège les solives du plafond, un kandja croise un sabre de garde civique, tandis qu'une potiche fêlée se coiffe d'un crâne ivoirin dont les dents narquoises grincent un sourire. L'ameublement, résumé en un sofa et des poufs, se relègue dans un coin entre deux portes. Enfin, se taisant, l'intrus, justement, un de ces amateurs bourgeois, se leva et fit le tour de la pièce, arrêté de temps à autre par des toiles imbues d'une modernité vivace, inspirée par une originale franchise. Alors ça, c'est une évocation d'un certain Henri Joubiéval, qui est en fait un écrivain qui s'appelle Henri Lizet, donc de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et là, le mot qu'on pourrait associer à cet atelier, bric-à-brac, ou comme on le dit plus joliment à l'époque, le fouillis pittoresque. Voilà, donc un désordre finalement savamment organisé, donc avec, vous voyez, toutes sortes de pièces qui voisinent, qui n'ont pas grand-chose nécessairement à avoir l'une avec l'autre. Même, vous voyez, chez l'écrivain, la recherche de mots rares, hein, aussi. Moi, j'avoue que j'ai dû aller regarder au dictionnaire les vidrecommes, je ne savais pas ce que c'était, ce sont des sortes de pots, de vases antiques. Et donc, un décor soigné dans son désordre. Hein. C'est un petit peu paradoxal, hein, cette idée d'ordonner son désordre, mais en fait, on est là à une époque, dans la deuxième moitié du siècle, où les artistes ouvrent de plus en plus les portes de leurs ateliers aux visiteurs. En fait, l'atelier devient une sorte de lieu alternatif au salon d'art. Parce qu'au salon d'art, voilà, il fallait être accepté par une jury, on n'était pas toujours très bien placé, c'est pas comme aujourd'hui, dans les musées, hein, donc il y a vraiment des toiles côte à côte, et donc peu à peu les artistes vont se dire, finalement, ce serait plus intéressant de montrer nos œuvres chez nous, comme on veut les montrer, et d'accompagner le visiteur. Et donc en fait, c'est vraiment l'atelier aussi un lieu qui va accompagner cette évolution dans le marché de l'art, avec une diversification des lieux d'exposition, comme plus tard aussi les galeries d'art. Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'artiste, il ne vend pas seulement son œuvre, il vend aussi une atmosphère, c'est un mot qui a été cité, un mode de vie et un goût audacieux qui associe à la fois une forme de raffinement, mais aussi une forme de désinvolture, et des curiosités, des bizarreries qui vont attirer l'œil. En fait, un environnement qui va aussi contribuer, autant que les peintures, à la création de la valeur. Aujourd'hui, on parle souvent d'expérience. Hein, quand on visite quelque chose, là, il vend aussi une sorte d'expérience liée à ce marché de l'art aussi, où on va noter un rapprochement aussi entre cette classe bourgeoise et la classe des artistes. Classe des artistes qui va être reconnue peu à peu aussi comme une sorte d'élite. Les artistes vont aussi devenir à l'époque, grâce à cette ouverture des ateliers, des prescripteurs de goût, comme on appellerait ça aujourd'hui. Je ne vais pas dire des influenceurs, c'est un peu affreux, mais des prescripteurs de goût, c'est-à-dire que l'aménagement de leurs ateliers vont être recopiés en fait par les bourgeois en fait. On pourrait en trouver des exemples dans pas mal de romans de Zola, par exemple La Curée, qui
un roman aussi sur la spéculation immobilière et sur justement les goûts bourgeois pour ce qu'on appelle aussi le biblotage à l'époque, hein, l'accumulation de bibelots. Et donc on voit que l'intérieur d'artistes, hein, qui se diffuse à travers ses visites, mais aussi à travers les descriptions de la presse, hein, qui en rend compte, et les photographies aussi qui illustrent cette presse, eh bien, cet intérieur d'artiste va vraiment devenir modèle de ce qu'on peut appeler un intérieur artiste. Donc pas d'artiste, mais artiste, qui va afficher un certain goût et une forme de recherche esthétique. Et à l'époque, aussi, il va y avoir des marchands d'art qui vont se spécialiser dans la vente d'objets d'atelier. Hein, quand voilà, un artiste décède ou déménage, parfois il y a une vente de ce qu'on appelle son fonds d'atelier. Ce n'est pas seulement les œuvres, c'est aussi son matériel, mais c'est aussi ses collections, ses objets qui vont attirer énormément aussi ces collectionneurs bourgeois. Donc voilà, j'ai mis un petit extrait d'un roman ici qui est assez intéressant. Un artiste meurt, un artiste un peu maudit, qui n'était pas vraiment arrivé à obtenir le succès, et ceux qui vont s'occuper de sa succession, donc sa famille proche, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est voir ce qu'ils peuvent tirer comme argent de tout ça. Ils disent les œuvres, ça n'est pas la peine parce qu'ils n'avaient pas réussi à conquérir le succès. Par contre, les objets, ça les intéresse. Et l'atelier lui-même, comme lieu, ça les intéresse aussi. C'est vraiment la spéculation. Hein, donc, vous voyez, ici, il parle aussi des grandes potiches, des glaces, des bibelots, etc. Hein, cet entassement de curiosité de tous les styles, de tous les pages, de tous les goûts qui prenaient la maison dès le vestibule. Et je vous ai reproduit là aussi une petite annonce dans la revue L'Art moderne, très influente à l'époque, où régulièrement, il y a des annonces pour des ventes d'objets d'atelier, voire d'atelier même, comme si l'atelier devenait aussi un bien immobilier recherché à l'époque. Alors, maintenant, petit focus sur, non pas un type de visiteur, mais un type de visiteuse, parce que les femmes et l'atelier, c'est aussi tout un sujet, comme vous allez le découvrir, vous l'avez déjà découvert dans l'exposition. Je lis l'extrait. Elle promenait ses regards sur les murs, dans les coins, le long des tentures, n'ayant vu dans sa vie qu'un atelier, une soupente ou un vieux bonhomme de peintre, en ange de lustrine, un garde-vue au temple, ponsifier des batailles, les pieds pris dans une glu de culots, de pipes et de crachats. Au contraire, cette vaste pièce, avec sa prise lumineuse sur le ciel, ses vélums qu'il s'était mis à manœuvrer comme les voiles d'un navire, ses grands chevalets couverts de toiles commencées et qui dressaient dans les fumées de cigarettes leur montant de mi-masqué par la cassure des draperies, puis encore les panoplies, les bahuts, les divans à terre, les divans à terre, des smyrnes, des kabouls pileux, donc des tissus, des tapis, hein, comme des peaux de bête, toute cette animation d'un atelier de jeunes peintres peignant la vie moderne, l'amusée. Qu'est-ce que c'est cette scène? C'est une bourgeoise qui visite un atelier. C'est le roman de Camille Lemonnier, que vous connaissez peut-être, un auteur réaliste, naturaliste belge de la fin du siècle. Et c'est un roman pas très connu et assez intéressant, puisqu'il met en scène cette Madame Lupard, qui est une petite bourgeoise, qui est mariée avec un employé du ministère, et qui est prise de luxe, et qui voudrait grimper aussi dans l'échelle sociale. Mais son mari grimpe pas assez vite les échelons selon elle, et donc qu'est-ce qu'elle fait pour arrondir ses fins de mois et justement se permettre ces goûts de luxe qui vont s'épancher justement dans la décoration d'intérieur? Elle se prostitue occasionnellement, et donc elle accumule petit à petit un petit magot qui lui permet donc de payer des tentures, des paravents, etc., et d'inviter justement les collègues mieux placés de son mari pour exhiber son nouveau statut. C'est un peu immoral quand même. Mais bon, voilà. Et surtout qu'à la fin, voilà, le mari il découvre tout ça, il est un peu fâché, mais puis finalement il trouve que ça l'arrange pas mal. Voilà. Alors ce qui est intéressant ici dans cette scène-là, c'est bon, voilà, elle invite des gens, mais ce qui lui manque, elle s'en rend compte vis-à-vis de ses invités, c'est justement ce goût artiste. Ça, elle l'a pas. Et pourquoi elle l'a pas? Parce qu'elle ne fréquente pas les ateliers. Et donc elle va remédier à cette lacune, se trouver un peintre moderne un petit peu à la mode, pour faire quoi? Son propre portrait, évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand elle entre dans l'atelier de Paul Mahut, donc ce peintre avec qui elle va s'offrir un adultère aussi, eh bien, ce qui l'intéresse, c'est les objets, les tableaux. Elle s'en fiche, elle ne les comprend pas. Elle dit, bon, ben voilà, c'est de l'art moderne,
Mais ce qui l'intéresse, c'est justement l'aménagement de l'atelier, le luxe de l'atelier, les objets, et cette atmosphère justement de cette accumulation d'objets. Une accumulation d'objets qui en fait renvoie aussi à son goût pour le shopping, puisque en fait cette femme adore les grands magasins. C'est aussi l'époque des grands magasins. Là on peut penser au Bonheur des Dames de Zola, à l'innovation à Bruxelles, et donc on peut aussi comparer cette scène de découverte de l'atelier avec une scène en effet de visite au grand magasin. Madame Lupard avait suivi le flot. La première fois surtout, le tape à l'œil de ce luxe bourgeois amoncelé dans les casiers, écroulé en piles sur les paquets, érigeant des pyramides à l'étalage, à travers l'odeur chaude de gaz, les effragances du rayon des parfums et les subtiles émanations des étoffes et des fourrures, lui avait donné la fièvre, le mal de la femme moderne, d'un coup de griffe en plein cœur, tout de suite aiguillonna son envie jalouse des hautes classes sociales. Donc on voit qu'elle est vraiment mue aussi par cet arrivisme social, et que le passage dans l'atelier, le portrait, va lui permettre d'assouvir aussi cette passion. Alors évidemment, la femme dans l'atelier, elle n'est pas seulement consommatrice. Il y a aussi des femmes artistes. La maison était un de ces petits hôtels du commencement de l'avenue Louise, bâti derrière un jardin en terrasse, et l'atelier de Rosiane se trouvait au rez-de-chaussée, avec 2 salles de réception et une salle à manger continuée en forêt tropicale, par une serre remplie de palmiers, d'agaves, de fougères arborescentes, de cactus et d'une foule d'autres verdures rares. Comme sous l'équateur, de prodigieuses orchidées y nouaient leurs lianes aux branches des arbres et à la robuste tige des plantes exotiques. Un roman d'une autrice, Marguerite Van de Wiel, autrice assez oubliée, mais fort intéressante, au moins aussi digne d'intérêt que Camille Lemonnier, qui a écrit vers la fin du XIXe siècle. Ses livres sont réédités, quelques-uns aujourd'hui, aux éditions d'une maison bruxelloise qui s'appelle la Maison Névrosée, qui a fait place à beaucoup de femmes écrivaines oubliées. Et en fait, ce livre de Marguerite Van de Wiel met en scène Rosiane Meys, une jeune fille peintre qui a réussi. Donc, et qui s'est offert justement un bel immeuble, une belle maison du côté de l'avenue Louise. Alors ça c'est intéressant, c'est plutôt Tatiana Debrou, ma collègue géographe, qui devrait en parler, mais c'est intéressant de voir aussi ce rapprochement géographique, urbain, entre les élites sociales, les bourgeois, ou les aristocrates du côté de l'avenue Louise, et les artistes qui cherchent aussi à se rapprocher en fait, de leur clientèle, souvent dans les rues adjacentes à cette avenue Louise. Alors Marguerite Van de Wiel a donné un profil assez original à sa femme artiste, puisque voilà, elle est indépendante, elle n'est pas mariée, elle jouit d'une certaine fortune, elle invite des gens chez elle, elle tient un salon, etc. C'est une artiste en vue. Bon, là encore une fois, ça va mal finir pour elle, parce que en fait, on se rend compte que c'est assez difficile à l'époque pour les femmes auteurs de dépeindre des femmes qui réussissent dans la vie. Il y a toujours un moment avec une sorte de retournement. Donc elle réussit, Rosiane, mais elle va tomber amoureuse d'un homme marié, et puis elle sera très malheureuse. Et finalement, elle restera toute seule, et vieille fille, et donc c'est quand même aussi une fin un petit peu dysphorique par rapport à toutes les qualités que la romancière avait données à son héroïne. Mais c'est comme si finalement, faire réussir une femme artiste ou une femme écrivain dans le roman, c'était encore compliqué en fait pour une femme écrivain, parce que selon la doxa de l'époque, voilà, une femme qui sacrifie tout à son art, c'est encore mal vu. Et tous les romans de Marguerite Van de Wiel terminent un petit peu sur cette note un petit peu négative. Alors pourquoi c'est intéressant cette idée de femme peintre et de femme qui se fait aménager un atelier? Eh bien parce que les ateliers, justement, au XIXe siècle, ont été des lieux vraiment importants pour les femmes artistes, pour leur formation et pour leur carrière aussi, puisqu'en fait c'est seulement vers la fin du XIXe siècle, en 1889, que les académies commencent à ouvrir timidement leurs portes aux apprentis ou aux aspirants femmes artistes. Puisque jusqu'alors, c'était plutôt dans des ateliers privés, des ateliers familiaux, quand ces femmes étaient de lignée d'artistes, que celles qu'on appelle, alors de manière un peu condescendante à l'époque, les peintresses, ça vous rappellera peut-être un micro qui a eu lieu ici il y a quelques années, vont faire leur apprentissage. Et il y a pas mal de peintres
qui vont se spécialiser, enfin qui vont sentir qu'il y a un filon là qui est intéressant, qui vont se spécialiser dans des cours spécialement pour les jeunes filles. On peut citer Portals, Gallet, Jean Roby et aussi Stevens, dont vous verrez un tableau deux tableaux dans notre exposition. Et qui vont donc accueillir des jeunes femmes artistes dans leurs ateliers personnels. Et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir y faire? Étudier le modèle féminin, drapé ou nu. Et ça, c'est original, c'est nouveau, parce que justement, ce qui posait problème, c'est qu'on jugeait inconvenant qu'une femme s'affronte à la nudité. Or, l'anatomie, c'est quand même justement l'étude sur le nu, c'est la base de la formation académique à l'époque. Donc, c'était un sérieux obstacle à l'épanouissement et l'émancipation des femmes qui avaient des aspirations artistiques. Et certaines femmes vont quand même bien réussir, contrairement à l'héroïne de Van de Wiel. On peut citer par exemple Louise de M. Donc vous verrez, vous avez vu l'autoportrait, d'ailleurs de se faire un autoportrait comme ça un peu d'apparat, c'est vraiment un signe de réussite. Et elle va se faire construire aussi un très bel atelier rue Darwin à Bruxelles. Vous voyez, c'est l'habitation et l'atelier qui ont été bien conservés encore aujourd'hui, avec un sgraffite, on voit mal son reproduction, mais les sgraffites, c'est aussi une façon d'afficher dans la ville son identité artistique. Et Anna Bock, qui a eu une belle exposition à Ostende, peut-être certains l'ont vu il y a quelques temps, enfin il y a peu de temps, Anna Bock dans son atelier, qui elle se fera à construire une somptueuse villa rue de l'Abbaye, donc toujours une rue adjacente à la rue de l'Église, mais qui est malheureusement détruite, qui a malheureusement été détruite aujourd'hui. Mais qui sont en fait des manifestations de la réussite de ces femmes artistes. Alors tout ça fait écho un petit peu à cet essai de Virginia Woolf, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Une chambre à soi, et qui insiste beaucoup justement sur le fait que pour les créatrices, que beaucoup de créatrices ont manqué justement de certaines circonstances matérielles pour pouvoir véritablement exercer leur création, notamment cette fameuse chambre, pièce à soi, voire espace à soi. Et on peut penser que l'atelier a été vraiment un enjeu majeur aussi dans cette conquête de l'art, du monde de l'art par les femmes et aussi leur émancipation. Alors, il y a d'autres femmes dans l'atelier aussi. Qui, à votre avis? Les modèles. Les servantes, oui. Parfois, c'est les mêmes d'ailleurs. Modèles et servantes, en effet. Parfois, il y a une femme légitime aussi. Les artistes ont aussi une fille conjugale, parfois très bourgeoise d'ailleurs. D'ailleurs, c'est amusant. Parfois, ils ont deux ateliers. Ils ont leur vrai atelier où ils exercent sérieusement leur profession, et puis un atelier d'apparat justement pour montrer ce que les gens attendent en fait de voir. Alors, les modèles, en effet, et là je voudrais citer une autrice, encore une fois, dont vous verrez aussi quelques citations dans l'exposition, qui a exercé ce métier de modèle. C'est Nélbeuf. Je te ferai peser une séance si tu peux rester debout pendant 3 heures au moins pour une draperie sans prendre de repos. Certes, je le puis, c'est elle qui répond. Je le veux, je le ferai. Alors déshabille-toi, nous commencerons tout de suite. Le peintre épingla la draperie sur moi en m'emmitouflant la tête dans un coin de l'étoffe, formant capuchon. Je pris la pose, debout, le bras gauche sur le dossier d'un fauteuil, le bras droit ramené devant la poitrine avec la main sur le poignet gauche, la tête fortement tournée au-dessus de l'épaule droite. On joue les contorsions pour 3 heures. Il prit sa palette, tourna quelques instants autour de moi, se mit à peindre très posément. Surtout ne bouge pas la tête. L'étoffe fait un pli super sur la nuque. J'eus bientôt un torticolis qui me causait des tiraillements dans toute la tête. Au bout d'1 heure, il me dit « Mais tu poses admirablement, petite. Il n'y a que les femmes nerveuses pour avoir de l'énergie. Plusieurs modèles m'ont mis dans l'embarras avec cette étude et j'en ai besoin pour mon grand tableau. Vous avez remarqué que je suis nerveuse? C'est pas long à voir. Tes yeux, malgré leur couleur claire, sont inquiets. Tes mains doivent se fermer comme des étaux quand tu ne veux pas les ouvrir. J'étais debout depuis 2h30 et j'avais la sensation d'être enfoncée en terre quand la servante vint dire quelque chose à l'oreille du peintre. Saperlotte, quel ennui! Je dois achever cette draperie. Si je m'interromps, je ne pourrai retrouver les plis. Je ne bougerai pas. Alors, faites entrer. Donc, parler de femmes dans l'atelier, c'est en effet aussi parler des modèles, qui est un sujet de prédilection aussi dans la peinture de l'époque, parfois pour des scènes de genre un petit peu anecdotiques, parfois pour des scènes un peu plus érotiques aussi. Et là, on voit notre Félicien Rox
avec cette gravure « Ma fille, Monsieur Cabanel », où on voit une... alors Cabanel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste académique français du 19e siècle, célèbre pour ses nus de Vénus, hein, c'est toujours voilà, le nu acceptable, hein, évidemment, mythique, mythologique, hein, mais néanmoins un peu aguicheur quand même, donc on appréciait la façon dont il vendait les chairs, etc. Donc il avait beaucoup besoin de modèles qui avaient posé nus pour lui. Et donc vous voyez cette dame, ma fille, Monsieur Cabanel, alors fille, il faut l'entendre évidemment à double sens, hein, c'est pas seulement sa fille, mais plutôt une fille qu'elle vend à ce peintre, voilà, qui consommait en effet beaucoup de modèles. Alors, je vais confronter justement la vision de Neldorf avec ces images-là, qui sont quand même visiblement dirigées vers un public masculin, donc qui ont un caractère peut-être un petit peu aussi voyeuriste. Hein. Neldorf a un autre point de vue, et c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on a très peu de témoignages de ces femmes modèles hein, de l'époque. Elle raconte tout ça de façon très intéressante dans Kate, son roman à caractère autobiographique, et elle montre justement comment elle est passée de l'état de prostitution à l'état de modèle, parce qu'en fait elle venait d'une famille très nombreuse, très pauvre, qui vivait à Molenbeek, et voilà, sa mère l'avait mise sur le trottoir pour faire survivre toute cette fratrie. Mais voilà, comme Neldorf était très belle, ben, elle a séduit quelques peintres qui ont commencé à l'utiliser comme modèle, et peu à peu, ben, elle-même va s'éduquer au contact de ces artistes, et va finir par épouser un directeur d'une revue célèbre de l'époque, la Société Nouvelle, et elle-même devenir écrivain. Donc voilà, enfin une histoire qui se termine bien, même si elle commence quand même assez mal, d'une sorte d'ascension sociale aussi. Voilà, si vous ne connaissez pas ce roman, Kate de Neldorf, je vous conseille vraiment sa lecture, c'est tout à fait passionnant, et il est toujours édité aujourd'hui. Alors évidemment être modèle, c'est mieux que faire le trottoir, certes, mais elle raconte quand même aussi toutes les difficultés que ça soulève et le caractère pénible aussi du métier, comme vous avez vu dans l'extrait, tenir la pause donc longtemps, dans l'atelier qui n'est pas toujours très bien chauffé. Vous verrez, il y a souvent un poêle dans l'atelier, mais ce n'est pas toujours très confortable pour les modèles. Et puis elle parle aussi finalement parfois du peu d'égard en fait, des peintres vis-à-vis des modèles, et même aussi des courses folles qu'elle doit faire de Molenbeek, son faubourg ouvrier, vers l'autre cadran de Bruxelles, donc les quartiers plus chics hein, où sont les peintres, hein, vers Ixelles et Saint-Gilles, et elle raconte qu'avec les chaussures trouées qu'elle a, bah, c'est une souffrance finalement de marcher jusque là-bas, alors qu'elle n'a pas de quoi se payer non plus de transport en commun. Donc des éléments un peu triviaux, mais qui nous font en fait vraiment pénétrer dans la vie la vie concrète aussi d'un modèle, et qui s'écarte donc aussi des représentations picturales de l'époque. Alors, je voudrais peut-être terminer sur un dernier aspect, c'est l'écrivain dans l'atelier, ou l'écrivain et l'atelier, voire l'atelier de l'écrivain. Chez Verhaeren, intérieur accompli d'artistes est vraiment l'un des plus beaux que je connaisse. Une vaste salle d'atelier, éclairée par une seule grande verrière. Au mur, des tableaux de Monticelli, Toulouse-Lautrec, Schloback, Van Grijsselberg. La table de travail dans un coin chargée de livres, intérieur presque sévère, sans coquetterie, sans mauvais goût, rien de petit ou de mesquin, bien différent cela du mien. Décidément, on peut juger par là l'homme. Verhaeren est un artiste absolu, un poète né, un grand et beau type. Quelques heures passées avec lui, ce soir, et l'inspection de son milieu me confirme dans cette impression de ses œuvres. Un milieu non familial, non bourgeois. Je me souviens de son article sur le confortable. Sa chambre à coucher, petite pièce attenant à l'atelier, est encore suggestive. Un lit singulier, 4 planches tendues d'étoffe verte, presque d'un moine. En fait, ce sont des pages d'un journal d'écrivain, Charles Van Lerberg, qui était un ami de Maeterlinck, donc un poète symboliste, qui raconte sa visite de l'atelier d'un autre poète, que vous connaissez certainement, hein, Émile Verhaeren, et qui est... Donc Van Lerberg, c'est quelqu'un, dans son journal, qui va beaucoup parler d'aménagement de son intérieur. Donc lui, il n'avait pas beaucoup de moyens, mais il disposait à Schaerbeek d'un petit appartement,
Et on voit dans ces pages qu'il passe son temps en fait à essayer de composer un intérieur, une chambre de poète, comme on dit, qui lui ressemble. Et pour cela, il est très attentif à tous les intérieurs de ses amis, poètes ou artistes, et il est vraiment frappé par l'intérieur de Verhaeren. Verhaeren qui va épouser une femme peintre, Marthe Massin, et ils vont vivre les premières années ou les premiers mois, ce sera assez bref, de leur mariage, dans un atelier d'artistes, justement, que Verhaeren partageait avec un autre peintre qui était Schlobach. Et donc c'est assez intéressant aussi de voir que l'atelier d'artistes, pour les écrivains aussi, devient une sorte de modèle d'aménagement. C'est-à-dire qu'en fait, comme les peintres, ils veulent inscrire dans leur intérieur les traces de leur identité artistique et de leur travail. Évidemment, c'est plus compliqué pour un écrivain. Pour un peintre, il y a tout ce matériel, il y a les odeurs d'atelier, il y a ce décorum, ces objets, etc. Pour l'écrivain, finalement, il a besoin que d'une plume et de papier à l'époque. Donc voilà, comment il pourrait finalement projeter son identité d'écrivain, d'artiste aussi, dans son intérieur. Et ça va vraiment être l'obsession de cet auteur, Charles van der Berg, dont son journal témoigne aussi, c'est créer un intérieur qui lui ressemble et qui exprime son identité artistique. Et donc là aussi, il va visiter des ateliers, et c'est là qu'il va puiser les formules d'aménagement de son intérieur. Et je voudrais terminer par une dernière citation. Alors voilà, par exemple, justement, l'intérieur de Verhaeren. Donc il y a plein d'ailleurs de très beaux portraits de Verhaeren, certains par sa femme d'ailleurs, Marthe Massin, et qui renvoie aussi à cette idée de mise en scène de l'intérieur artiste, avec des tableaux, parce que Verhaeren était critique d'art, et il a acheté et reçu pas mal de tableaux. Van der Berg était d'ailleurs un peu jaloux de ça, parce que lui, il n'avait pas l'argent pour se les offrir, et donc il y avait des tableaux, donc déjà se faire portraiturer avec un tableau d'un ami derrière, voilà, on pense aussi par exemple à Zola et Manet, vous connaissez peut-être ce beau portrait de Zola aussi, et donc voilà, une bibliothèque, des livres ouverts, comme si tout finalement faisait signe, comme si c'était une espèce de discours d'objet. Et ça on retrouve aussi dans les ambitions de Charles van der Berg. Vous voyez, dans son journal, il faisait même des petits croquis de plans de sa chambre, etc. Donc je vais mettre ça, c'était pas très grand, mais voilà, il réfléchissait véritablement à créer des harmonies de couleurs, à avoir des meubles aussi qui se répondaient, etc. Et donc, à travers cette dernière citation, on va voir justement combien l'atelier d'artiste a été aussi un lieu de rencontre qui va intensifier la proximité entre les artistes et les écrivains, les poètes, et aussi, oui, c'est ça, un lieu vraiment de rencontre. Et on va voir que dans cet extrait, il montre comment il crée son intérieur comme un poète, mais un poète qui ne travaillerait pas avec des mots, mais justement avec des choses, des objets, des œuvres, des tissus, des couleurs. Oui, vraiment, cette petite chambre que je contemple en écrivant est charmante. C'est bien la chambre intime, studieuse, de goût délicat d'un poète. Elle est pleine de ma personnalité. Chaque chose est à sa place, en bon ordre. J'y vois aussi l'image de moi-même qui adore les belles lignes, l'ordre, la composition, l'unité. Pas un objet qui, avant de trouver sa place définitive, n'ait été posé ça et là, examiné, scruté sous telle lumière et sous tel aspect. Ainsi, puis-je dire que j'ai composé ma chambre comme un petit poème 100 fois revu et corrigé. Et voilà, on finira ce parcours sur cette citation. Donc merci de votre attention.